Bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission de La liberté n'est pas à vendre. Ce soir, nous avons comme invité M. Jean-Jacques Nantel qui s'est fait connaître en faisant des vidéos sur l'indépendance du Québec sur YouTube. Fait qu'on va poursuivre dans la discussion. Et là, de quoi vous vouliez nous parler? Ben, essentiellement, ce que je voulais dire, on est arrivé, c'est pour ça que j'ai voulu arrêter là, on est arrivé à la situation où on est rendu aujourd'hui. Puis pour l'essentiel, la façon dont le Canada conserve le contrôle du Québec, c'est en utilisant beaucoup de propagande, alors notamment du côté des immigrants. Ils leur ont fait croire que c'était leur intérêt de vivre dans la province la plus pauvre du Canada. Québec, c'est la province la plus pauvre du Canada en termes de revenus disponibles. Il y a des domaines où on est riche, mais ça, c'est quelque chose de très clair. Vous avez moins d'argent dans vos poches que les autres. Alors, ils ont inventé toutes sortes de... Puis tout le monde a embarqué dans cette idée-là, que l'indépendance allait coûter cher, alors ça a été payant partout sur la planète. Ils ont sorti, par exemple, toute une propagande sur la péréquation. Ils nous ont dit pendant des années, le Québec reçoit 9 milliards de dollars du fédéral, comme si ça venait du pétrole de l'Alberta. D'abord, la péréquation, c'est payé par les impôts des gens, de tous les Canadiens. Les Québécois payent de la péréquation. Alors, le gouvernement fédéral admet lui-même qu'on paie 18% des impôts du Canada. Fait que de 9 milliards, ça vient de réduire de 3,6 milliards. On est déjà rendu en bas de 6 milliards. En plus de ça, il crée une dette nationale pour payer tous les programmes du gouvernement fédéral, dont la péréquation. On va la payer, la dette. Alors, encore plusieurs centaines de millions qui sautent sur le 6 milliards qui restait. En plus de ça, ils ont organisé la péréquation en prenant juste les 10 provinces canadiennes. Comme s'il y avait juste 10 provinces au Canada. En oubliant les territoires. En oubliant les 3 territoires où on paie de la péréquation qui s'appelle le TFF, Territorial Financing Formula. Le Québec paie à peu près, je pense, 800 millions de péréquation, qui n'appellent pas comme ça, mais on ne reçoit rien de ça. Ça s'est diminué encore. En plus de ça, il y a beaucoup plus il y a 3 fois plus en proportion d'Amérindiens au Canada anglais qu'au Québec. On leur paie de la péréquation, eux autres aussi, c'est des territoires, ça. Ça aussi, c'est des centaines, c'est un autre 800 millions qui sont. Quand on a fini de dégraisser tout ça, on se retrouve avec 3,5 milliards, à peu près 3,6 milliards. Bon. Ça, c'est ce qu'on reçoit du fédéral, puis on peut continuer de fouiller. Mais il y a tout ce qu'on perd. Quand j'ai parlé tantôt du fait que la vallée du Saint-Laurent, c'était notre principale ressource naturelle, mais qu'on n'en tirait rien, parce qu'il passe gratuitement à travers le Québec, avec les pipelines, par exemple. Alors, juste pour les pipelines, si on prend le pipeline Sarnia-Montréal et on additionne le pipeline Énergie-Est qu'ils vont construire, puis qu'on charge 11 $, on chargeait 11 $ par baril, comme le Soudan charge au Soudan Sud pour les pipelines qui traversent le Soudan, eh bien, ça nous rapporterait 5,6 milliards de dollars par année. Ça, juste ces 2 pipelines-là. Ils veulent l'augmenter, ils veulent plus que doubler la quantité de pétrole qui vont passer à travers le Québec. C'est juste donner une idée. S'ils font plus que le doubler, on est rendu à 10, 11, 12 milliards. On est rendu à des gros montants. Là. Ça, c'est de l'argent qu'on ne reçoit pas. Alors, la péréquation, c'était pour faire croire qu'ils nous faisaient des cadeaux. Mais le Canada anglais, le Canada a été organisé pour nous enlever des choses. Alors, ils passent gratuitement à travers notre territoire. Ils payent quand ils passent au canal de Panama, au canal de Suez. Comment ça se fait qu'ils ne payent pas ici? C'est organisé comme ça. Il y a des péages un peu partout aux États-Unis sur les Turnpike. Il y a un péage sur le pont des ambassadeurs entre Windsor et Détroit. Il n'y a pas de péage au Québec sur nos autoroutes, mais ils utilisent ces autoroutes-là en camion. Alors moi, je dis, si le Québec devenait indépendant, ça serait très payant parce que, d'abord, on sauverait tous les fameux chevauchements, on se débarrasserait d'un gouvernement à Ottawa. Toutes les dépenses qui ont été faites à Ottawa, ça disparaît. Alors ça, c'est beaucoup d'argent, on parle de milliards. Ça, c'est 1. 2, on simplifie l'appareil de l'État. Ça, c'est beaucoup de milliards. Ça, c'est difficile de savoir combien de milliards qu'on sauverait avec ça. Toutes les chicanes interfédérales provinciales, ça disparaît. Là. Moi, je dis que c'est peut-être ce qui est le plus payant. 3. C'est un bon argument aussi pour les gens de la droite libertarienne. Là, de dire, en fait, ça va dégraisser l'État. Bien sûr. Non, eux autres, ils voudraient donner tout au Canada. Tu sais, Robillard là, a parlé de transférer notre rapport d'impôt. En tout cas, c'est une autre histoire. En passant, Robillard vient de prouver, avec son rapport, ils ne pensent plus ces gens-là. Elle vient de prouver qu'on économiserait 400 millions si on se débarrassait du gouvernement fédéral juste pour la perception des impôts. Là. C'est ça. Juste pour bon, c'est fou là, ce qu'elle a fait, c'est bête. C'est conne, oui, bon. C'est que ça peut être renversé l'argument. Ben oui, facilement. Puis depuis, c'est ça qu'on va faire. Alors, on récupère la voie maritime, la vallée du Saint-Laurent et on taxe, comme c'est taxé partout sur la planète. La raison, quand on met des péages, les péages, pour punir les gens, c'est pour réparer ce qu'ils ont cassé. Vous savez qu'un camion,
Il usure. Un camion qui passe sur une route, là, ça détruit autant que 40 000 voitures. Bon, alors quand ils s'échangent des biens à travers le Québec, là, les maritimes, ils usent, il faut qu'ils payent. Bon, alors il faudrait qu'ils payent quand ils traversent le Québec. En voiture, en autobus, en camion, en bateau, en train, en pipeline, en gazoduc, chaque fois. On parle de très beaucoup d'argent. Évidemment qu'on va s'entendre avec eux. Bien sûr qu'on va s'entendre avec eux. C'est ce qu'on pourrait, ça, faire. On pourrait le faire s'ils ne veulent pas. S'ils ne veulent pas, ben qu'ils payent. Puis là, on parle de dizaines de milliards. Ça commence à faire. Fait qu'on va s'entendre. Mais ils vont payer quand même, là. Quand je dis on va s'entendre, c'est qu'il y a certaines choses qu'ils ne paieront pas. On va faire une entente à l'amiable, mais il faut qu'ils payent. Là. Les pipelines ne passeront pas ici gratuitement. Là. Faire sauter le lac Mégantic, c'est fini. Là, ça, là. Bon. Alors ça, on récupère ça. C'est beaucoup d'argent. On élimine les dédoublements fédéraux. Troisième élément très important quand on fait l'indépendance, c'est qu'on va ramener de Toronto tout ce qui a été artificiellement déménagé de Montréal vers Toronto. Parce que ce que j'ai expliqué sur la géopolitique tantôt, là, ce qui est normal dans un pays, ça se passe d'ailleurs avec les pipelines, c'est que les matières premières partent du centre du pays puis descendent vers les côtes. Au Canada, aux États-Unis, on parle des États-Unis qui sont juste au sud de chez nous, là, on copie tout, les villes pauvres sont autour des Grands Lacs. Buffalo, Cleveland, Détroit, c'est tout en faillite, ça. C'est ce qu'on appelle le Rust Belt. Le Rust Belt. Puis les villes riches, c'est New York, Washington, Philadelphie, c'est là que sont les centres de recherche, la bourse. Ça, c'est comme ça aux États-Unis. Ça descend du centre des continents vers les côtes. Ici, vous montez juste au nord, ça va dans le sens inverse. La bourse de Montréal est rendue à Toronto. Ils ont déménagé l'usine de Camaro de Sainte-Thérèse à Oshawa, en Ontario. Tout est déménagé. Quand on est indépendant, on a la puissance, on dit, une minute, là, la bourse de Montréal revient ici, avec tous les gros salaires. Il n'y a pas de raison d'être là-bas. La seule raison pourquoi qu'elle est là-bas, c'est juste parce qu'il y a trop de Québécois ici. Oui, mais c'est parce qu'ils voulaient avoir les gros salaires là-bas. Quand vous déplacez la Bourse de Montréal, les services financiers, les compagnies d'assurance en Ontario, la GM Boisbriand est déménagée à Oshawa, que vous déménagez tout ce que vous pouvez en Ontario, ben, ça crée beaucoup d'emplois, beaucoup de taxes provinciales et fédérales en Ontario. En Ontario, on est les riches, mais c'est pas normal, ça. L'Ontario, comme partout ailleurs sur la planète, devrait être plus pauvre que le Québec. C'est Montréal devrait être riche. C'est à Montréal la croix dont j'ai parlé, nord, sud, est, ouest. C'est ici le gros port. Le port d'Halifax est absolument inutile sans les trains qui passent à travers le Québec. Mm-hmm. Il faut qu'il passe. S'il n'y a pas de train qui passe à travers le Québec, Halifax, c'est une petite ville, le port ne sert plus à rien. C'est de l'argent, ça. Alors, si on ramène tout ça chez nous, on fait beaucoup d'argent. De plus, on devient un pays, un vrai pays. À niveau international, ça vaut de l'argent, ça, quand on négocie avec les pays. Bon. Autrement dit, faire l'indépendance, c'est toujours payant. Et présentement, ce qui est en train d'arriver en Amérique du Nord, c'est que le continent, contrairement à ce qui se passait depuis 4 siècles, c'est que le continent commence à être surpeuplé. Là, la richesse moyenne aux États-Unis commence à baisser, notamment dans la classe moyenne, et très rapidement. Là, c'est un problème important. Il y a 94 millions d'Américains qui pourraient travailler, qui ne travaillent pas. C'est grave, là. Ils ont joué avec les taux de chômage. Ouais, ils jouent beaucoup ces temps-ci, justement, pour faire monter artificiellement le... C'est ça. Alors, ce qui se passe présentement sur la planète, c'est qu'on a... l'Amérique du Nord est pleine, on ne peut plus recevoir de gens. On peut en recevoir en s'appauvrissant, parce que l'Amérique du Nord est pleine. Aux États-Unis, ils commencent à construire, ils veulent construire un mur, empêcher les Mexicains de venir, parce qu'ils disent qu'ils nous appauvrissent. Si vous augmentez la population, vous baissez la richesse moyenne, parce qu'il n'y a plus de terre, il n'y a plus de... Bon. Alors, là, il y a un phénomène qui est mondial, qui est en train de se produire, c'est qu'il y a une crise qui a commencé en fait en 2007, qui est à l'échelle mondiale, et c'est une crise qui est d'origine environnementale. Pour l'essentiel, c'est qu'on est devenu trop nombreux sur la planète pour les ressources disponibles. Ça pouvait toujours aller quand les Chinois mangeaient un bol de riz par jour, c'était leur rêve d'avoir un bol de riz, mais c'est plus ça aujourd'hui. J'ai vécu en Chine, je peux vous le dire, ils veulent tous une voiture. Puis quand je dis tous, c'est tous. Ils veulent tous avoir 3 télévisions. Ils veulent avoir ce qu'on a ici. Ils le voient là, au cinéma et à la télévision depuis 50 ans. Ils en bavent de désir. Ils en ont même été jusqu'à détruire des quartiers médiévaux, là, des endroits magnifiques là, qui ont été démolis pour mettre des autoroutes, là, de la merde. De la merde, je veux dire. De la merde, selon mon point de vue, qui est subjectif. J'aime moins les autoroutes que les éléments historiques. On se comprend que c'est pas beau. Mais on se comprend aussi que c'est très agréable de vivre le mode de vie américain. Les gens me disaient au Brésil, je leur disais, vous ne pouvez pas faire ça. Ils disaient, oui, vous autres, vous en avez profité. Ben oui, nous, on en a profité parce que c'est nous qui l'avons inventé. Mais là, au niveau de la planète, nous, on va être obligé de baisser, puis eux vont être obligés de monter. Ça va arriver quoi qu'on fasse, parce que c'est des vases communicants. Soit les immigrants viennent ici, en plus de ça, les usines foutent le camp. Ouais. À un moment donné, ça va s'équilibrer. Puis c'est ce qui est en train d'arriver avec la Chine, avec le Japon, c'est déjà arrivé, la Corée du Sud.
En Asie, c'est quelque chose de tout à fait massif, mais c'est plus possible de faire ça. Parce que ça pouvait marcher quand il y avait 1 milliard de riches. Je ne dis pas qu'il fallait qu'on reste riche, les autres restent pauvres. C'est pas moral, ça. C'est pas moral, c'est de l'économie. Tant qu'on était 1 milliard de riches, puis qu'on utilisait 30% de l'énergie en Amérique du Nord pour faire des autoroutes, toutes sortes de merde, c'est incroyable, les Américains, ce qu'ils ont construit comme Las Vegas. Las Vegas, au moins, c'est beau, là, c'est beau esthétiquement, mais dans le sens, c'est joli à voir, ça attire les gens. Mais je veux dire, il faut voir les ghettos aux États-Unis, c'est le même depuis 50 ans, c'est de la merde, c'est pas bon. Bon, ils gaspillaient tout ça, mais ça allait tant qu'on était 1 milliard, enfin ça allait déjà plus, mais là c'est plus ça, là. On parle de 7 milliards de personnes, puis bientôt 9 qui vont être aussi riches que les Américains, mais ça c'est pas possible. Ça peut pas aller. Alors là, c'est une crise d'origine environnementale, tout le monde se jette sur les ressources, tout le monde est en train d'investir en Afrique pour aller chercher toutes les mines, ici dans le Nord, le plan Nord, etc. Alors, la crise, elle est inévitable, elle est commencée, elle va nous frapper de plein fouet, et ça va être une crise qui va commencer dans le domaine financier, qui va se répercuter très rapidement dans tous les autres domaines. Mais qui n'a déjà pas pratiquement commencé. Oui, mais là, il arrive à maintenir, parce que ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que la finance, l'argent, c'est fictif. Ah oui. Ça n'existe pas, c'est un moyen d'échange. Ce qui existe, c'est du travail. Ce qui existe, j'en ai parlé au tout début, surtout de la c'est valeur. De la production et de la consommation. Mm-hmm. Il faut toujours faire un profit. Il faut toujours produire plus qu'on consomme. Or, sur la planète, présentement, toutes les entreprises, ça date depuis la révolution industrielle, les entreprises, il n'y en a presque aucune qui est rentable sur la planète, les entreprises industrielles. La raison pour laquelle elles sont rentables dans les papiers, dans les bilans, c'est parce qu'ils font ce qu'on appelle, ils externalisent certains de leurs coûts. C'est-à-dire qu'ils prennent certains coûts et ils disent, on ne les paye pas. Alors, la pollution. La pollution, c'est ça. Alors, ils polluent l'air, ils polluent l'eau, ils polluent les terres, ils saccagent tout, puis ils disent, on ne paye pas ça, nous. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète du pétrole, on le brûle, mais ça, c'est pas grave ce que ça va faire. Ils n'ont pas à gérer à boucan. On se fout de ça. Le pétrole nous a coûté 1 piastre, puis je vends mon produit 1 piastre et 15, je vais faire 15 cents de profit. Alors ça, c'est pas rentable vraiment, le monde industriel, parce que ça ne fait pas un cycle comme faisait l'agriculture, comme fait la nature. Alors là, on est en croissance exponentielle, on appelle ça une croissance exponentielle, c'est-à-dire qu'à chaque année, tout le monde est habitué, l'économie croît de 2-3%, en Chine, c'est à 7%. Multiplie par notre propre nombre. C'est ça. Une croissance exponentielle, c'est quand on multiplie tout le temps par le même pourcentage chaque année. Alors, pour donner un exemple que je donne souvent, qui est assez frappant, si je vous demande de prendre une feuille de papier, puis de la plier en 2, de la plier en 4, plier en 8, plier en 16, plier en 32. Ça fait 5 plis. Okay, ça fait 32 plis, mais ça fait 5 pliages que vous avez fait. Alors, si je vous demande de faire ça, vous allez faire ça en 1 minute. Je vous dis maintenant, continuez jusqu'à 50 plis. Alors, le raisonnement logique, vous vous dites, ben là, ça m'a pris 1 minute de faire 5 plis, 50 plis, on va prendre 10 minutes. Eh bien, ça ne vous prendra jamais 10 minutes. Parce que, quelle que soit l'épaisseur de la feuille de papier que vous prenez, l'épaisseur totale des 50 plis en question, c'est plusieurs fois la distance Terre-Lune. C'est fou, hein? Mais ça, c'est vrai. Là. Ce que je dis là, c'est vrai. Alors, ça donne une idée de ce que c'est une croissance exponentielle. Puis ça, c'est ce qu'on fait depuis le début de la révolution industrielle. On augmente chaque année de 3, 4, 5, 10%, 10% dans le cas de la Chine. Alors, la Chine, par exemple, consomme aujourd'hui 40 fois plus de tout qu'elle consommait en 1980. En 1980, la planète était déjà malade. Bon, ben les Chinois, ils ne mangeaient pas bien dans ce temps-là non plus. C'est ça. Oui, mais la planète était déjà malade. Puis là, c'est 40 fois plus. Puis ils sont 1,4 milliard. Puis après, si ça continue à 10%, à 7%, mettons 10%, dans 10 ans, ça va être 80 Chine de 1980. Puis dans 20 ans, 160 Chine de 1980. Puis c'est la croissance exponentielle dont je parlais. Et là, vous avez tous les autres peuples du monde. J'étais en Chine, je vous le dis, j'étais à l'université de Shanghai. Tous les autres peuples du monde regardaient comment faisait la Chine, puis ils font pareil. Alors là, ils délocalisent ici à Chine, à cette heure-là, de plus en plus. Ça marche plus en Chine. Les gens se promènent avec des masques dans les rues. C'est une folie. Pendant que j'étais là, ils ont découvert que le dauphin du Yangtze-Kiang a disparu. Les espèces disparaissent, c'est folie. Ils font des plantations d'arbres, mais les vraies forêts disparaissent. Toutes les feuilles sont rabougries. Enfin, un peu partout, c'est une catastrophe. Alors, la crise, elle est mondiale. C'est une crise d'origine environnementale. On n'en sortira pas.
Mais juste un petit point comme ça, là, parce que dans un sens, la crise économique, elle a une cause, la cause fondamentale, c'est l'environnement. Sauf que le système financier, étant donné qu'il crée de la monnaie avant même son existence en termes de valeur, oblige, sinon parce que tout s'écroule, tout le système s'effondre, à aller chercher une croissance qui n'est pas nécessaire dans les besoins c'est ce que je vous ai expliqué des humains, c'est ça. On est toujours obligé de faire des profits. Et là, les profits, ils ont été faits avant même que ça se crée. Mais en fait, quand je parle de profit, c'est de profit réel. C'est-à-dire en prenant toute la pollution. Ils ne paient pas, la pollution. Le système financier, depuis le début de la révolution industrielle, crée des dettes au niveau environnemental, puis là, on commence à étouffer avec ça. Et là, ce qu'ils font, c'est que les profits qu'ils font, comme ça ne marche plus, parce que ça bloque partout, les matières premières deviennent rares partout, alors, ils ont pour entretenir la croissance depuis 2007-2008, ils ont imprimé de l'argent. Ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. La réserve... les gens ils disent qu'on est fous quand on dit ça, en plus. Mais non, mais c'est la réalité. Là. Ils peuvent aller voir sur Internet, dans les livres, c'est comme ça. Le QE3, Quantity Easing, aux États-Unis, là, il a fait ça. Les gens peuvent vérifier sur Internet, là, le Quantity Easing. En plus, c'est d'autant plus facile de le comprendre sur une maison, parce que, tu sais, dans un sens, la maison, quand ils te prêtent de l'argent, c'est comme s'ils achetaient la maison, puis après ça, tu la repayais. Mais c'est plus grave que ça, c'est ça que les gens ne comprennent pas. L'argent, aujourd'hui, est créé par les banques. La réserve fédérale américaine, c'est pas une réserve. Il n'y a pas d'or ou quoi que ce soit. C'est pas fédéral, c'est privé. C'est ça. Puis c'est pas vraiment américain, ça pourrait être n'importe où. Bon. Quand vous allez acheter une maison, vous allez à la banque, les gens ne comprennent pas ça. Vous allez à la banque, les gens se disent, je vais emprunter 100 000 $, à la banque pour payer ma maison. Comme s'il y avait 100 000 $. C'est comme si moi, j'avais été déposé 100 000 $, la banque prend mon 100 000 $, puis vous le passe à vous mettez ça sur votre maison. C'est pas de même que ça fonctionne du tout. La banque s'assoit devant vous, elle dit, vous avez besoin de 100 000 $. Ils prennent un papier, puis ils écrivent, monsieur doit 100 000 $. Et c'est tout. Ils viennent de créer 100 000 $. Et vous prenez votre 100 000 $, vous le donnez au gars qui a construit la maison. Ils vont le mettre à la banque. Il donne ça, essentiellement, c'est que il donne ça à ses employés. Là, les gens, ils gardent un profit pour lui. Puis ses employés prennent le 100 000 $ que vous avez, le 90 000 parce que c'est gardé une marchand. Puis eux, ils vont acheter des vraies cuisines, des vraies voitures, du vrai pétrole. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé de l'argent qui est utilisé pour acheter des choses. Mais qui, au final, va aller à une autre banque qui va être, après ça, réutilisée comme dans ses positifs pour leur prêter d'autres. Ben là, ils multiplient. Alors, ce qui se passe, puis ça, il faut le comprendre, c'est que l'argent, c'est juste une convention. C'est une promesse de payer. Alors, reconnaissance de dette. C'est que si vous avez, puis je donne souvent l'exemple, si vous avez une seule télévision dans toute l'économie, puis que vous imprimez 100 $, la télévision vaut 100 $. Si vous imprimez 1000 $, la télévision vaut 1000 $. Si vous imprimez 1 milliard de dollars, la télévision vaut 1 milliard de dollars. C'est qu'ils impriment de l'argent sans augmenter la production. Alors, dans le système financier actuel, ils ont imprimé de l'argent pour faire des bulles. Ça a été une bulle immobilière. Les gens qui achetaient des maisons sans pouvoir les payer aux États-Unis. Puis là, c'est la bourse. Mais c'est pas de l'inflation, par contre, ce qu'ils font. Ils réussissent à garder la valeur d'argent par convention. Non, il y a une inflation. Il y a de l'inflation. Mais pas comme les années 80 et 70. Ce que je veux dire, c'est que l'inflation dont on parle, vous avez raison, l'inflation dont on parle est à la bourse, dans les maisons. Le prix des maisons qui monte tout le temps, c'est quoi cette histoire-là? Une maison qui valait 100 000 $ en 80 qui est rendue à 1,5 million aujourd'hui. J'en connais des cas, là. Je veux dire, le gars est bien placé, mais je veux bien croire que, essentiellement, c'est que c'est fictif. Puis quand ça s'effondre, la maison va... un objet, ça vaut ce que les gens sont prêts à payer. Donc là, ils ont enflé ça. La bourse, elle monte. La bourse était à 3 000 il y a à peu près 25 ans. Là. Elle est rendue à monter à 18 000, elle est à 16 500 aujourd'hui, quelque chose comme ça. Bon, alors, ce gonflement, on parle de gros montants, là, on parle de très gros montants, ça c'est dans le monde entier, c'est l'argent qu'ils ont imprimé. L'argent qu'ils impriment, là, il y a 97% de l'argent aujourd'hui, c'est de l'argent électronique, c'est des chiffres qui se promènent sur un ordinateur. Il y a seulement 3% qui sont les piastres puis les 30 sous qu'on a dans les poches. Puis ils parlent de le supprimer. Alors, ils ont créé une immense bulle d'argent qui ne correspond pas à de la production. Puis quand la bourse va s'effondrer, ben, tout cet argent-là, il va y avoir de l'hyperinflation. C'est que les compagnies, si vous avez un problème à la bourse, là, ils sont plus capables de vendre, parce que les compagnies se retrouvent avec des stocks que personne ne peut acheter, les gens ont perdu leur argent. Alors là, ils baissent les prix. Alors au début, il y a une déflation. Ils disent, on va se débarrasser du matériel, fait que là, ça fait survivre la compagnie, il y a une crise.
Puis quand les stocks sont vidés, ben là, ils disent qu'il faut repartir la production. On repart la production, mais il n'y a personne pour acheter. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, ben là, on va saquer du monde, mettre du monde à la porte, puis ça sera juste un petit staff de minimum. Puis si la compagnie n'a pas fait faillite, mais ils produisent très peu, automatiquement, les gens qui avaient de l'argent, qui reste de l'argent, ils vont acheter les produits. Il y a une hyperinflation. Et l'hyperinflation se met de la partie. Puis là, on parle d'un pain. Pour vous donner un exemple, parce qu'ici, on ne connaît pas ça, l'hyperinflation. On est habitué à 2-3%. En Afrique, ils l'ont connu. Ou l'Allemagne des années 20. Là. Ouais, aussi. La Hongrie, en 1946. C'est ça. En 1946, en Hongrie, les prix doublaient tous les 18 heures. Doublaient tous les 18 heures. Là, ça là, tu as ta paye, tu vas acheter n'importe quoi. Ben oui. Au Zimbabwe. Donner congé en plein milieu de la journée pour qu'ils aient changé leur argent quand ça valait le plus cher. Ben, moi, je l'ai vécu au Brésil. Je l'ai vu au Brésil, je l'ai pas vécu. Au Zimbabwe, juste pour terminer là-dessus, ils imprimaient des billets de banque de 50 milliards de dollars zimbabwéens en 2006 ou 2007. Ouais. Bon. Moi, quand j'étais au Brésil, j'ai essayé de faire une histoire courte avec ça. Je m'occupais d'un condominium, j'étais bénévole, mais c'est un gros condominium de 400 appartements. Puis il y avait des employés, il y avait beaucoup d'employés là-dedans, une cinquantaine d'employés. Puis on leur donnait, tout le monde reçoit, pas tout le monde, mais beaucoup de gens au Brésil reçoivent ce qu'on appelle la cesta basica. C'est une boîte de nourriture qu'on reçoit chaque mois. Avec du riz, des pois, avec toutes sortes de choses. Produits de première nécessité. Là. C'est ça, pour manger. Alors moi, je regarde ce qu'il y a dans la boîte, parce que j'en recevais une. Puis je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est des folies, ça. J'ai regardé le prix, j'ai été au supermarché, j'ai calculé, ça coûtait 15 $. La boîte nous coûtait 45 $, parce qu'il fallait la livrer. Pour les livrer, ces boîtes-là, ça coûte cher. Alors, on a réuni tous les employés, puis j'ai dit aux employés, j'ai dit, pour quelle raison est-ce que on ne vous donne pas moitié-moitié? Ça coûte 15 $, on va vous donner 30 $, puis nous autres, on va garder 18 $. Et vous allez faire de l'argent. Vous avez 2 fois plus d'argent pour acheter des biens au supermarché. 2 fois plus d'argent, ça coûte 15 $, je vous donne 30 $. Puis moi, je vais sauver 18 $, le condo va sauver 18 $, ça va nous permettre de sauver beaucoup d'argent. Ils m'ont regardé, ils ont dit, si tu fais ça, on s'en va tous. Parce que nous, on l'a vécu, là, c'est l'hyperinflation. Puis à un moment donné, l'hyperinflation était tellement grande que les gens rentraient au supermarché, il y avait un prix devant, puis il y avait des employés qui se promenaient et qui changeaient les prix. Le temps de revenir, le prix avait changé. Alors les employés avaient une entente avec le patron, parce qu'il y avait bloqué avec des ententes pour augmenter les salaires sur l'inflation, mais c'est pas tout le monde, ça. Les pauvres étaient dispensés, mais les classes moyennes avaient réussi à suivre l'inflation, mais l'inflation est toujours devant. Alors les gens avaient l'entente avec les patrons, vous nous payez jeudi midi, on quitte à 4 heures, on va encaisser les chèques, on court au supermarché pour acheter tout ce qu'on peut, puis payer notre loyer, puis tout ce qu'on peut, avant parce que l'inflation était trop haute. C'est ça l'hyperinflation, ça fout le bordel dans une économie, puis il y a une crise. Là, elle est mondiale, la crise. Elle va nous toucher. Puis quand le Québec va être touché, on n'épargnera pas. Moi, ce que je dis à la population, c'est que l'indépendance, c'est toujours payant. C'est payant quand on est malade, quand on est en santé, quand il pleut, quand il fait beau, avant, pendant, après la crise. Ça a été payant partout sur la planète. Il n'y a personne qui regrette, il n'y a personne qui a fait marche arrière parce que c'est payant. Et la quasi-totalité des pays qui ont fait l'indépendance ne possédaient pas la vallée du Saint-Laurent, qu'on peut taxer, qui est à nous. C'est notre richesse naturelle, c'est à nous. On peut rapporter de Toronto plein d'emplois, des gros emplois à gros salaires. Là. On peut ramener de Toronto à Montréal, puis on parle des milliers d'emplois, puis des salaires à 100 000. Là. La Bourse de Montréal, les systèmes financiers, les banques, les sièges sociaux qui ont été déménagés, plusieurs industries. Si on se débarrasse d'un gouvernement de trop qui est à Ottawa. Ça, en passant, tout l'argent qu'on envoie à Ottawa, qui développe la capitale à Ottawa, c'est de l'argent qui est dépensé en Ontario, qui crée des impôts fédéraux et provinciaux en Ontario. On ramène ça au Québec. Puis je précise aussi par la même occasion, pour ceux qui nous écoutent, là, que c'est pas par impérialisme là, du tout là, qu'on dit ça, c'est pas parce que nous autres on est mieux que les autres, c'est juste parce que c'est la place que ça devrait être de toute façon. Puis c'est comme ça dans le monde. Ce serait n'importe qui, là, ça arrêtait à Montréal. Non, c'est à Montréal que c'est supposé être, pour des raisons purement matérielles qui sont géopolitiques. Ça fonctionne comme ça partout sur la planète. C'est la géopolitique dont je parlais tantôt. Au Québec, c'est un pays naturel, c'est une cuvette. Ça devrait être centré à Montréal. C'est pour des raisons historiques que ça a été déplacé. Alors, la crise à laquelle on va faire face, ça va faire mal à tout le monde. On va perdre des services, on va perdre en valeur, nos maisons vont baisser de valeur, il va y avoir de l'inflation sur les prix. Le Québec est un des rares territoires sur la planète où on va pouvoir diminuer l'effet de la crise en faisant l'indépendance. Parce que l'indépendance, c'est toujours payant.
Alors ça, c'est l'inverse de toute la propagande qu'on nous sert depuis 50 ans. S'ils avaient expliqué ça à la population avant, tout ce que je viens de vous expliquer, tout ce qu'on peut rapatrier, tout ce qu'on peut récupérer, puis là, on parle de quelque chose de normal, de naturel, de légal, de moral, ben, automatiquement, l'indépendance est payant. Alors, dans la crise à laquelle on va faire face, va nous faire mal, mais nous, on a une façon de s'en sortir. Alors, c'est essentiellement le message que j'essaie de passer aux gens. Si les gens veulent en savoir plus sur ce que je dis, là, ce que je viens d'expliquer sur la géopolitique, ben, ils peuvent aller sur YouTube puis aller voir mes vidéos. Ils ont seulement qu'à taper Québec, Canada, vidéo. Alors, je remercie tout l'auditoire d'avoir assisté à cette émission. J'ai été enchanté de pouvoir vous donner mon opinion.